toute la métallurgie, on va dire, de base est basée sur, de l'extraction de matières premières qui est souvent de l'extraction de minerais et après tu vas avoir tout un processus de fusion puis de mise en forme de chacun de ces alliages qui va être extrêmement producteur de déchets et de gaz à effet de serre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a ce souci de rendre la production, de matières premières le plus vert possible. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt, OK, il y a ça qui va être généré, comment on l'utilise peut-être autrement. OK, c'est une industrie polluante, on le sait, mais si on arrive à utiliser les déchets, go, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromia Matériaux, votre podcast Sciences, Matériaux et Développement Personnel. Donc aujourd'hui, bienvenue chers auditeurs, on va parler d'une thématique un peu différente qu'on a l'habitude. On parle de matériaux, mais jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de plastique, de polymères et de recyclage et tout ça. Finalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur une autre famille de matériaux et qui est tout aussi intéressante. On va parler des métaux et pour cela, je reçois une experte dans le domaine. Chloé, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, merci. Et merci pour cette introduction aussi. C'est gentil. Bah écoute, je j'ai pas menti. J'ai pas menti, Très j'ai bien. dit ce que je pensais. C'est Alors, toujours un peu le combat polymère, métaux, céramique. Ah, c'est vrai qu'on a chacun notre famille. Tu sais, c'est comme dans Poudlard, tu sais. C'est Où t'as ça, Gryffondor, Serpentard, tu vois. exactement. Dans les matériaux, tu as les céramiques, les métaux, les polymères, et c'est la guerre. Après, il y en a Ouais. qui vont te dire, oui, mais il y a les verres, on est là, nous, les verres. Ok, vous êtes des céramiques amorphes. C'est ça. Ah, alors on se met où alors? Derrière. Derrière les C'est ça. céramiques. Allez, chut, Il y a allez, chut. toujours un peu les... Bon, comment tu vas sinon, cette matinée, c'est bien passé? Bah oui, très bien, super. Comme un vendredi, Comme un c'est vendredi. au Euh, top. Comme ça, bientôt le week-end, nickel. Ouais, c'est ça. Bon, bah en tout cas, merci Chloé. C'était, enfin, c'est super, super. Tu vois, j'ai pas de mots tellement que c'est super. Je suis Super. super content de te recevoir en tout cas sur le podcast Dans mes matériaux, notamment pour pouvoir en fait parler de la thématique de la métallurgie et des métaux. Et je sais que tu affectionnes particulièrement le titane, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc tu nous en diras un peu plus là-dessus. Parce que parce qu'on oublie finalement, c'est vrai qu'on est dans l'ère vraiment du plastique à l'heure actuelle, notamment quand on voit que la production en plastique, elle a dépassé la production en acier, en volume, je parle, parce que c'est vrai qu'en masse, ça va être difficile, parce qu'on n'a pas les mêmes Oui. densités. Mais en volume, c'est dépassé. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'âge du plastique et on a l'air d'oublier un peu les métaux. Parce que, je sais pas, tu m'en dirais un peu plus aussi ce que tu en penses au point de vue un peu historique, tu sais, un peu épistémologie des sciences et tout ça. Mais c'est vrai que les métaux, c'est quelque chose qu'on connaît de la nuit des temps, qu'on les forge. Et c'est un matériau finalement que je pense que l'humanité a certains reculs dessus. Et peut-être pas sur les nouveaux métaux, les nouvelles technologies, parce que le titane, il est bien arrivé après, bien après le fer, bien sûr, on est d'accord. Mais on a un certain recul sur ce matériau, et notamment par le fait qu'on peut le modeler facilement, à froid et à chaud, pas comme un polymère que si on le modèle à froid, ben on le casse. Sur certains types de polymères, bien sûr, avec quand on est dans le domaine vitreux du matériau. Donc je sais pas, c'est vrai que tu nous en diras un peu plus sur ta vision. Plein de Mais, choses à discuter. mais pour commencer, je vais te demander de te présenter pour que les auditeurs prennent la température, comprennent et apprennent qui tu es. Et voilà, donc qui es-tu, Chloé? Dis-nous tout. Eh ben, merci pour cette introduction. Et du coup, ben, moi, je suis Chloé, j'ai 29, mais c'est l'année fatidique de la trentaine. Euh, et du coup, aujourd'hui, je suis ingénieure R&D dans la défense, mais avant ça, j'ai eu plein d'autres choses qui ont jalonné mon parcours.
Donc, on va reprendre un peu depuis peut-être pas le début, mais, mais au Depuis le moins, baccalauréat, tu as le droit depuis le baccalauréat de dire j'ai Chloé cru comprendre qui avec tu les étais au anciens. baccalauréat. C'est important, je pense, pour construire notre démarche. Donc, j'ai eu plein de métiers différents qui me sont passés par la tête. Pour dire à quel point différent, quand j'étais petite, mon rêve, c'était colleuse d'affiches. Après, on est passé par vétérinaire, nez, donc créateur de parfums. Et après, j'ai quand même beaucoup évolué dans un environnement familial scientifique, puisque mes deux parents sont infirmiers. Et donc, voilà, au lycée, on m'a plutôt conditionné dans un environnement bac S. Alors maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais, mais bac scientifique. Et du coup, donc à la suite de mon bac scientifique, je rentre en classe prépa puisque j'ai un peu émis l'idée que ingénieur chimiste à L'Oréal, ça me branche. Donc ça, c'est l'idée de base. Et donc je fais une classe prépa et honnêtement, avec le recul, on pourra peut-être en discuter. C'est pas forcément quelque chose que je recommande pour arriver à devenir ingénieur. Après, tout dépend de ce qu'on recherche, mais voilà. Et donc, à la suite de ça, j'intègre l'ENSICAN, à qui je fais un petit coucou si des gens de cette école regardent ce podcast et regardent ou écoutent ce podcast. Et donc, du coup, donc, l'ENSICAN, comme son nom l'indique, c'est à Caen, en Normandie, et c'est une école qui fait des matériaux chimie, de l'électronique et de l'informatique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette école, c'était une spécialisation dès la deuxième année d'école d'ingénieur, donc en bac plus 4. Et moi, c'est ce que j'avais besoin parce que avec toutes mes études plus la classe prépa, j'en avais un peu marre de la théorie, entre guillemets, trop généraliste. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, moi, je veux faire la chimie à l'origine. On y va et on se spécialise dès la deuxième année d'école d'ingénieur. Donc voilà, école d'ingé qui me révèle qu'en fait la chimie, et notamment la chimie orga, c'est pas du tout mon truc. C'est ça. Donc, alors que je découvre les matériaux qu'au final, on n'apprend pas vraiment avant ces études-là, enfin la science des matériaux. Et donc, je me dis, ouais, mais en fait, c'est vachement plus. Comment dire? T'as rien, presque rien besoin d'apprendre. C'est juste, tu t'inspires de ce que tu vois dans ton quotidien. Tu sais très bien que, je sais pas, moi, un ski, c'est pas tout mou, ou une table, ça doit être dur, donc tu peux pas la faire en n'importe quelle matière. Donc voilà, pour l'apprentissage et le raisonnement, je trouve ça beaucoup plus simple, pour moi en tout cas. Chacun est différent. Et je commence à développer aussi une grande affection pour la vulgarisation, puisque avec l'école d'ingé, on a les portes ouvertes et la fête de la science, etc. Donc, je commence à cultiver ça avec notamment des profs comme Christelle Arnois, que, que je salue également, qui Coucou cultive, Christelle. qui cultive ça chez moi. Et donc, j'ai deux stages, donc un dans les céramiques supraconductrices. En fait, dans mes projets étudiants, dans mes stages, j'ai essayé de faire toutes les classes de matériaux. Et comme ça, je me suis dit, je pense que je vais trouver celle qui me plaît. Donc, j'ai fait des projets étudiants dans les polymères. J'ai fait mon stage à l'étranger, à Cambridge, pas aux États-Unis, justement, au Royaume-Uni, dans les supraconducteurs céramiques à l'université de Cambridge. Et mon stage de fin d'études au CEA à Saclay, donc sur un alliage d'aluminium. Et donc, ben, comme tu l'as un peu spoilé en début d'épisode, c'est la métallurgie qui a gagné. Et du coup, mon stage de fin d'études, c'était un thésard qui l'encadrait, enfin, un doctorant, pardon, j'aime pas ça, bon, thésard.
Et du coup, on a beaucoup discuté de thèse. Mon mari, enfin, qui est mon mari aujourd'hui, mais à l'époque, c'était mon mari aussi, il avait commencé sa thèse également, donc il était un peu entouré de doctorants. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Alors qu'à la base, je ne voulais absolument pas faire de longues études. Et donc, je me suis retrouvée avec les mines de Paris et Chimie Paris, qu'on salue également, pour faire une thèse sur le titane avec, en partenariat industriel, Safran et Timet, puisque pour moi, c'était quand même important d'avoir des partenaires industriels, puisque ma vision globale de la R&D, c'est que ça doit servir à des projets tangibles. Donc voilà. Et à la suite de cette thèse, j'ai été embauchée chez Ugitech en Savoie, donc une aciérie qui a 110 ans d'expérience, enfin d'existence et d'expérience, dans laquelle j'ai été chef de projet développement produit. Donc je faisais du re-engineering de produits déjà existants pour améliorer leur performance, ou alors de de l'élaboration de nouveaux aciers. Et à la suite de cette expérience, j'ai intégré mon poste actuel chez Integris Composite en tant qu'ingénieur R&D, du coup dans le domaine de la défense, puisqu'Integris Composite produit des protections balistiques, donc que ce soit dans la protection personnelle, donc gilet pare-balles, euh, bouclier, et après blindage, véhicule aérospatial et naval. Et voilà, donc ici, je faisais pareil, un peu de la proposition de produit client et aussi des tests propriété matériaux. Et puis, bientôt, j'évolue vers des responsabilités un peu plus managériales, mais toujours aussi techniques, dans une petite PME, pareil, qui est plus dans la maintenance d'équipements techniques comme ceux que le CEA peut avoir, par exemple. Voilà. Bah, c'est une belle présentation, hein, bien détaillée. Oui. Non, mais c'est vrai que, ben, en tout cas, incroyable parcours, hein, moi je trouve, et c'est que le début, c'est ça qui est encore plus passionnant. Et c'est vrai que là, j'ai noté au fur et à mesure de ce que tu disais des petits points, et notamment, je voulais revenir sur le début quand tu parlais de la classe prépa, que c'est pas fait pour tout le monde, et ça, j'adhère complètement à ce que tu dis, mais complètement. La classe prépa, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, Moi, par exemple, j'y étais. Et j'ai eu l'impression qu'on voulait cuire le poulet trop vite. Alors voilà. Ça m'a pas plu, Ouais, ça je m'a pas comprends plu. totalement. Ça m'a pas plu. Ensuite, effectivement, euh, j'ai eu la même chose que toi, hein, en fait, en parcours en chimie organique. Moi aussi, moi j'ai une formation de chimiste de base, tu vois. Et c'est vrai que je suis arrivé à la chimie organique. Et j'avais fait un stage en pharmacie, tu sais, vraiment la synthèse pure, tu vois. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Non, non, nope, tu vois, non. Et c'est vrai que je me suis orienté vers les matériaux, pareil. En fait, si tu veux, le parcours que tu as eu, le cheminement que tu as eu, on a eu le même, quasiment, sur la même progression. On a voulu faire ça. Parce que les matériaux, c'est vrai que c'était pas quelque chose que... euh, au début, on n'avait pas vraiment des formations matériaux. Ou alors, le mot matériaux arrivait vraiment en master et non pas en licence et tout ça. C'est maintenant, ça fait quelques années maintenant, mais qu'on arrive à avoir des licences matériaux. Vraiment une vision matériaux qu'on apporte aux gens. Mais au début, non, en fait. En fait, au début, c'est où tu fais physique, ou tu fais chimie, ou tu fais les deux. Et à la fin, tu arrives en master et là, on commence à te parler d'une thématique. L'environnement marin, ou alors on va te parler, je sais pas, de l'aéronautique, ou on va te parler de la défense, par exemple, comme ce que tu fais. Et après, cette thématique va amener finalement une étude de la propriété d'un matériau. Et là, c'est là qu'on est emmené dans les matériaux. C'est ça, oui. Et c'est vrai que c'est par ce biais qu'on y arrive. Pas par une licence vraiment ou un master pur matériaux. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, vraiment, on arrive matériaux pour l'énergie. Enfin bref, on arrive vraiment dans des thématiques purement matériaux et c'est plutôt pas mal cette évolution. C'est plutôt pas mal. Mais bon, il faut pas oublier quand même que là, je fais un coucou aux chimistes et aux physiciens. Il faut pas oublier quand même qu'il faut faire de la chimie, de la physique, les amis. N'oubliez pas, n'oubliez Oui, pas. oui, C'est bien beau de faire des oui. matériaux, Il mais faut les quand même, bases, ouais. revenez à la base quand même. Vous n'éloignez pas trop. Voilà. J'y suis arrivé à ça. Bon, en tout cas, et effectivement, je reviens à la vulgarisation. C'est vrai que c'est quelque chose de
de très important. Mais on en reviendra parce que je pense qu'il y a une limite à la vulgarisation. Moi, c'est mon point de vue. Il y a une limite à la vulgarisation. Parce qu'à force de trop vulgariser, je crois qu'on perd de l'information. Il faut essayer de bien gérer tout ça. Bon, en tout cas, on en rediscutera un petit peu dans un autre pendu, un petit peu plus après, si tu veux bien, dans le podcast. Euh, tout ça vient, toute cette discussion, elle cogite une idée dans ma tête, enfin une question. Alors, tu y as répondu partiellement, mais je te la repose néanmoins. Pourquoi la science? Pourquoi as-tu choisi la science? Alors, tu nous as dit qu'effectivement, tu étais déjà baigné dans la science, et après, par la suite, bah, tout le monde faisait une thèse, alors tu dis, bah, allez, c'est parti, j'y vais. Mais toi, Chloé, à l'intérieur de toi, pourquoi la science? Alors déjà, c'est une question existentielle pour moi que tu soulèves et auquel je n'ai pas forcément la réponse encore, pleinement aujourd'hui, on va dire. Heu, c'est enfin, dans le sens où je pourrais pas te répondre à pourquoi que la science, dans le sens où pour moi aujourd'hui, il y aurait un milliard d'autres trucs qui m'intéressent, et récemment j'ai fait un bilan de compétences, avec Mipacap et Alban Mas que je vais saluer plein de gens dans ce podcast, je crois. On vous salue Hem tous, les amis. Tous, coucou. Coucou, c'est nous. Et non, mais parce que c'est des gens qui sont importants dans ta carrière et dans ta vie pro et perso d'ailleurs. Donc c'est important de les reconnaître. Et en fait, il en est ressorti que mon profil est plutôt généraliste et je crois que à l'époque, alors ça fait très vieux de dire ça, mais à l'époque où j'étais au lycée, etc., je pense que le parcours scientifique était vu comme celui qui était le plus élitiste, même si j'aime pas ce mot, où les gens qui étaient bons à l'école, hop, on les mettait dans cette catégorie-là. Et notamment parce qu'après, même si tu voulais te rediriger vers d'autres filières pas du tout scientifiques, c'était le bac qui te donnait le plus de portes ouvertes. Donc, pourquoi la science et pourquoi un parcours scientifique? Je pense que c'était un couloir, tunnel, on appelle ça comme on veut, dans lequel j'ai été mis et où ça me plaisait, donc j'ai continué tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, je sais pas du tout te répondre si j'aurais refait la même chose ou pas. Mais ce que j'aime, parce que clairement à l'école, sciences et littérature, art, tout ça, j'étais pareil, enfin, je kiffais les deux de la même manière. Et aujourd'hui, j'adore tout ce qui est communication, marketing. Euh, Mon coach avait trouvé, il m'avait dit, tu as un profil R&B, plutôt recherche et business que recherche et développement, même si j'adore le développement, etc. Mais voilà, et du coup, encore aujourd'hui, je me considère pas purement scientifique comme d'autres profils plus experts que je peux voir, où eux, tu sens qu'ils ont envie, eux ou elles, ils ont envie d'aller creuser, et tu sens qu'ils sont faits pour ça, passionnés pour ça, et tout. Donc, après, pourquoi j'aime la science? C'est parce que je pense que j'ai un besoin constant de nouveauté, d'innovation. Je suis pas quelqu'un qui va rester sur un projet pendant 15 ans, 20 ans. Et la science m'apporte ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a le côté où un des fils rouges de mon parcours, c'est l'atypisme, dans le sens où j'aime bien faire des choses que tout le monde ne fait pas. Et la science apporte ça aussi, dans le sens où bah, c'est souvent des problématiques qui sont nécessaires à la compréhension de notre monde d'une manière plus ou moins générale ou plus ou moins précise, mais c'est des problématiques que tout le monde ne traite pas et chaque domaine a la sienne, hein, d'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça, pourquoi la science, je pense. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est une question qui, quand même. Enfin, c'est une réponse plutôt complète. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de. J'allais dire, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Enfin, c'est dans un sens où on se dit. euh,
on part toute façon toujours j'allais dire d'un imaginaire, j'ai pas vraiment le mot, c'est-à-dire d'une imagination, d'une façon de penser pourquoi on fait de la science. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on mûrit scientifiquement, on se dit comment, comment je peux être impactant et, et à quoi comment dire, à quoi mon travail peut correspondre et comment je peux euh, avancer. Et au-delà d'avancer, comment je peux transmettre mon savoir et finalement tout ça revient à dire revient à dire impactant finalement. Donc Mmh. c'est vrai que c'est très intéressant et et effectivement là ce niveau de curiosité, la science elle a vraiment ce truc là vraiment de dire bah voilà on, on- on fait les choses parce qu'on est curieux, on a toujours une soif d'apprendre, de nouveautés, de choses et, et c'est vrai, je partage vraiment complètement ton opinion là-dessus. Et ouais, ouais, c'est très intéressant, enfin, finalement. Et, je me sens un peu comme ça aussi. Donc, je suis très content. Finalement, tu parles pour moi, c'est très bien. Et Tu parles pour après moi, c'est très, très, très bien. et il y a peut-être un côté aussi, alors j'adore tout ce qui est plus, artistique, créatif et cetera. Mais oui, c'était la petite perche tendue. Mais, comment dire? Il y a un côté cartésien qu'il y a pas forcément dans le côté, dans l'art. Et l'art, j'entends, art, vidéo, photographie, communication, et cetera. Qu'il y a un peu plus dans la science et qui, genre, justement, tu as ce côté curieux, tu cherches des réponses et alors même si, comme on a eu l'occasion d'en discuter, chaque, scientifique a ses réponses aux questions et ça fait partie de la démarche scientifique de voilà, de dire, «OK, Oui. on questionne», C'est une force. Et voilà. je te rejoins totalement. C'est vraiment une force d'avoir ces opinions et de les confronter parce que ça permet de faire mûrir une nouvelle idée à chaque fois. Donc, c'est vraiment une force d'avoir ces Mais opinions. au moins tu as une réponse, claire et nette, enfin claire Oui, et nette à un moment T, à une question, parce que, par exemple, moi, ce que je détestais dans le français à l'école, c'était, on l'auteur a écrit, c'est l'exemple classique, l'auteur a écrit: «Les rideaux sont bleus, qu'est-ce qu'il a voulu dire?» Et moi, je n'arrivais pas à ça. Enfin, si, je peux te sortir 46 000 raisons de enfin, trucs, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais j'en sais rien quoi et on n'en saura jamais rien parce que si le type il est mort et ben, il pourra pas te non mais voilà et c'était à l'époque et encore un peu maintenant, où j'ai une fibre artistique mais pas sur certains trucs et tu vois, si je vois un tableau, je vais pas avoir cet esprit, me dire: «Qu'est-ce que l'artiste a voulu?» C'est binaire quoi, c'est beau, j'aime bien, c'est moins beau, j'aime pas. Enfin, je trouve ça moins beau, j'aime pas. Alors que la science, pour moi, c'est un peu plus carré. La science, j'entends toutes les sciences qu'on trouve. mm, Mais voilà, c'est aussi ce côté où, à un moment T, j'ai besoin d'une réponse qu'on peut re-questionner par la suite, mais qui est moins sujette à interprétation que ce qu'on peut retrouver dans l'art ou oui. dans le Je domaine. comprends. Tu veux dire que c'est une question de référentiel au sens que le référentiel est beaucoup plus clair en sciences Mm, que dans l'art ou dans la littérature, des choses comme ça. ouais, Et, et je vais te dire que c'est normal parce que si tu veux, la science, c'est l'observation de faits. voilà. Donc un fait, quand il se passe comme ça, l'eau coule. Mm, Voilà. Par exemple, un exemple. L'eau coule. Ben, c'est mm, un fait. voilà. Pourquoi il Ouais. coule? Voilà. Pourquoi il est mouillable? Mm, Voilà. Ça, c'est un fait. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue littérature, là, on est plutôt sur des matrices et l'art, on est des matrices émotionnelles. Et l'émotion, eh ben, c'est pas forcément une source de fait. Parce qu'on va vivre peut-être la même expérience, toi et moi, et pourtant on va pas avoir la même émotion. mm. Parce qu'on Ouais, est conditionné par notre culture, la mm. société, notre éducation. C'est ça la culture. Donc c'est vrai que c'est pas le même niveau de référentiel parce qu'on s'appuie pas sur les mêmes fondamentaux.
Mmh mh. Mais l'un enrichit l'autre, hein. De toute façon, c'est ça qui est le plus important et je pense que c'est bien de mettre cette matrice aussi émotionnelle qui nous caractérise nous, hein, qui fait qu'on n'est pas des IA. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ça d'ailleurs, il y a un magnifique épisode, je vous si vous le souhaitez le regarder, donc c'est l'épisode 11 d'Alphonse, avec Alphonse, où on a parlé de son livre Les Datamantiens. Et on parlait de tout ça, des notions d'IA, de data, de gestion de données, des matériaux dans la science-fiction, tout ça, dans le futur, tout ça. Donc je vous invite à l'écouter parce que vraiment, 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 vous allez avoir plein de réponses, hein, à ce point-là qu'on vient d'énumérer avec Chloé et de mettre en lumière. Vous allez avoir plein de réponses là-dessus. Alors je vous invite vraiment à l'écouter. Je vais Mais aller l'écouter aussi. je t'invite vraiment à l'écouter. Mais mais vraiment, ouais, c'est ça, parce qu'on ne parle pas des mêmes référentiels. Voilà, ça c'est clair, on ne parle pas des mêmes référentiels là-dessus. Alors Chloé, je vais te poser la question, on va passer à un autre pan du podcast, et je voulais OK. parler un peu plus de ton travail. Alors, n'hésite pas à faire le choix que tu veux de nous parler, parce que je sais que tu as un large spectre de, de qualités, de compétences et tout ça dans les métiers que tu as mené. Alors, moi, j'affectionnerais, je sais que tu es une métallurgiste, donc j'affectionnerais que tu parles un peu plus des métaux, et Ouais, notamment pas de après problème. un petit peu sur le recyclage et tout ça, parce que c'est des choses moi, qui me bottent en fait. Parce que Ouais. j'arrête pas de, je vais être chiant, mais j'arrête pas de le dire. Vous savez, le premier matériau sur Terre qui existe, c'est le déchet, les gars. Donc faut le traiter. Il faut le traiter. C'est vrai. Qu'importe quand vous voulez, dans des applications très techniques, artistiques, créatives, ou ce que vous voulez, mais traitez-le. Traitez-le. Petit Ouais. appel, hein. Traitez-le. Euh, alors, est-ce que tu peux nous introduire un peu plus, voilà, le titane ou autre, hein, autre type de matériaux, euh, et aussi parler des enjeux globaux qui tournent autour de la métallurgie. Et, Ouais. mais dans ton domaine, bien sûr, parce que je pense que la métallurgie, c'est comme les polymères. Hein, si tu en as des multitudes, selon le type d'alliage que tu as, selon l'application que tu as, alors tu as des multitudes de problèmes et de thématiques. Et présente-nous la tienne, et peut-être ça fera office d'un autre épisode où tu nous présenteras une autre vision de la métallurgie sur un autre alliage et j'allais dire atome métallique mère, tu vois, par exemple, alliage de titane ou alliage d'aluminium ou alliage d'un Ouais, autre type, tu vois. ça Donc voilà, marche. je te laisse OK. parler. Je te laisse parler. Heu, effectivement, du coup, comme tu l'as dit, la métallurgie, c'est très large, mais il y a quand même des problématiques, qui sont communes, notamment, ben, toute la métallurgie, on va dire, de base est quand même, basée sur, de l'extraction de matières premières qui est souvent de l'extraction de minerais et après, je vais prendre les alliages que je connais le plus qui sont aluminium ou titane et un peu et acier également. Tu vas avoir tout un processus de fusion. Alors, les processus de fusion sont différents entre eux, mais un processus de fusion puis de mise en forme de chacun de ces alliages qui va être extrêmement, comment dire? Producteur de déchets et de gaz à effet de serre et tout blablabla, émissions carbone. Et donc ça, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, je le sens dans ce que je peux voir passer, puisque maintenant je suis plus vraiment dans la métallurgie, et tout, mais de ce que j'ai vu chez Vigitech, et chez Timet, donc qui fournissait, mon alliage de titane et d'autres, producteurs. Il y a ce souci de rendre la production, au moins la production de matières premières, le plus vert possible. Alors, comme tu l'as dit, hein, par exemple, Ugitech, qui va produire de l'acier, on va di je sais pas combien, je sais plus combien il y a de nuances d'acier au catalogue. Par exemple, aujourd'hui, ils ont fait une nuance où, ils ont réussi à faire 0 d'émissions de carbone dessus. Donc là-dessus, oui, il y a des efforts qui sont faits. Après, je pense que ça reste une industrie lourde où c'est compliqué d'être totalement green et et aussi il faut faire attention à genre, comment dire? Par exemple, on voulait remplacer, les fours qui produisent, des gaz. J'ai plus, vraiment la technologie précise en tête, mais faire des fours à hydrogène puisque l'hydrogène, c'est aussi, la nouvelle, tendance. Il y a rien de péjoratif à ça, mais c'est quelque chose qui émerge.
Euh, on s'est rendu compte en faisant une étude préliminaire que en fait, ça génère des coûts beaucoup plus importants. Et au final, enfin, est-ce que ça vaut et des coûts de production, de reprise du matériau derrière, beaucoup plus importants. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, il y a des problématiques comme ça. Donc, c'est bien de chercher à, à faire plus vert, mais il faut quand même que ça reste rentable et que ça reste rentable, quoi. Parce que c'est quand même l'idée aussi. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt comment dire, le truc de, OK, il y a ça qui va être généré, comment on l'utilise peut-être autrement. Donc, encore une fois, avec Ugitech, parce que Ugitech, donc, c'est le premier employeur de Savoie, et donc, ils étaient extrêmement, un peu comme Michelin à Clermont-Ferrand, intégrés dans la ville d'Ugine, pas très loin d'Albertville. Et en fait, donc toute la chaleur qui était générée par la production d'acier, puisqu'on parle de foie à plus de 1500 degrés, et ben en fait, ils ont fait un dispositif Ugering qui alimente toute la chaleur de la ville. Et moi, je crois aujourd'hui que c'est plutôt des solutions comme ça qu'il faut trouver où, bah, OK, c'est une industrie polluante, on sait, mais si on arrive à, encore une fois, utiliser les déchets d'une manière, euh, bah voilà, on a besoin de chaleur pour chauffer la ville, on a de la chaleur qui sort de l'usine, go, on y va, quoi. Et des choses comme ça, je pense que c'est des problématiques qui sont des problématiques et des solutions qui sont plus viables que chercher à tout prix à produire enfin, Mm. non, de Oui, je manière comprends. écolo, quoi. Je Ouais. comprends. Tu veux dire vraiment travailler plus en synergie avec chaque élément et chaque Mhm. entité Mhm. qui constitue un pays finalement. Mhm. Et déjà dans une échelle beaucoup plus petite qui constitue une ville. Oui, ouais. Et ça, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Cette notion de créer des synergies, de voilà, j'émets un déchet, comment je suis capable de le réemployer directement. Et, et je pense que la solution, et tu as soulevé je pense clairement que tu as soulevé quelque chose de ultra important. La solution ne se fera peut-être pas à l'échelle nationale, mais elle se fait vraiment à l'échelle très locale. Déjà, Mhm. trouvons une solution à l'échelle locale et travaillons tous en synergie et en cohérence, et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, je pense que la solution, elle est déjà à l'échelle locale. Et en plus, je suis convaincue que du coup, ça permet encore plus de rendre la science, parce que, enfin, on va dire l'élaboration d'acier ou de n'importe quel matériau. On va mettre ça dans le package science et on va se dire, ah ben ça sert à chauffer la ville aujourd'hui. Donc pour les gens, ça se dit, ah ouais, en fait, il y a une accessibilité de la science un peu où j'ai compris, enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir fait, je ne sais pas quelle étude pour comprendre que, il y a de la fumée qui sort de l'usine et c'est ça qui sert à chauffer ta ville, quoi. Et c'est des petits concepts comme ça et des petites synergies comme ça qui rendent la science concrète et pas et qui la laissent pas dans ce cliché de c'est dans un labo, on comprend rien à quoi ça sert et ça verra jamais le jour. Et moi, j'aime bien les applications concrètes pour ça aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que, effectivement, la science devient accessible et au-delà de devenir accessible et concrète, comme tu le dis, ça augmente et ça élève, augmenter, élever, c'est un peu la même chose, le, le niveau en fait d'une civilisation, tu vois, et d'un domaine de compétences ou un domaine de compréhension un peu plus élevé, quoi. On remonte le niveau d'une masse, d'une population, quoi. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et c'est ça la science pour moi. La science, c'est vraiment la technologie de l'humanité. Donc, si on a tous un niveau plus ou moins haut, on va dire ça comme ça, plus ou moins haut. Comment on caractérise le mot haut, en fait, finalement? C'est aussi ça aussi, plus haut que la moyenne, on va dire ça comme ça. Ben, c'est intéressant, ça rend les gens plus curieux, plus créatifs ou plus structurés, ou tu vois. Et c'est, et c'est très très bien. Ouais, également, c'est très très bien. Dans Et les... pour... Ah oui, Vas-y. j'allais enchaîner sur une question, mais je te Vas-y, je laisse t'en prie. parler. Je te laisse Non, non, parler. c'était juste pour dire, après, effectivement, dans la métallurgie pure, il y a également donc, l'aluminium et le titane s'y prêtent particulièrement bien. Donc l'aluminium, c'est le métal qui se recycle
le mieux possible. Il y a des travaux en cours à l'ICMP à Thiers et à Chimie Paris c'est un compte Instagram qui est super en vulgarisation qui s'appelle Au Mon Labo. Et du coup, ils font ça, ils essayent de recycler de l'aluminium et de garder les mêmes propriétés, puisque c'est tout l'enjeu aussi. Et le titane aussi s'y prête particulièrement bien. Il y a Eco-Titanium en Auvergne, qui est une usine qui, comme son nom l'indique, ne fait de la production que de titane recyclé. Et c'est vrai que quand on sait que, par exemple, voilà, là, par exemple, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de se plonger dans la production enfin, de matières recyclées parce que, par exemple, le titane, c'est un procédé de 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, pour extraire juste le titane pur du minerai, la rutile qui en contient. Et juste pour extraire le titane, et tu as des composés horribles qui sortent de ce procédé. Donc, si effectivement on peut déjà récupérer une matière c'est un peu comme les vêtements de seconde main, quoi. Si on peut éviter de reproduire, de régénérer tout plein de choses dégueulasses, et ben, c'est une bonne chose. Et là, ça vaut le coup de mettre des connaissances, du temps et de l'argent dedans, quoi. Mais par exemple, c'est une problématique que j'ai moins vue dans l'acier, ou alors si elle est en cours, elle est moins popularisée. Mais pour l'aluminium et le titane, oui, c'est extrêmement en vogue parce que c'est des métaux qui s'y prêtent bien. Ben, du coup, j'ai des questions là, parce que j'ai des questions plus pour ma culture personnelle, vraiment, vraiment Vas-y, pour que vas-y, vas-y. que tu me donnes la sémantique. Est-ce que, euh, et que tu confirmes ou pas des pensées que j'ai. Euh, Est-ce que c'est beaucoup plus simple et moins énergivore de recycler du titane et de l'aluminium, c'est ce que tu viens de dire, hein, je pense, de recycler du titane et de l'aluminium que de le produire? Énergivore, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais clairement travaillé dessus, mais là, comme ça, avec la connaissance de tous les procédés que j'ai, je te dirais que oui, au moins pour le titane, puisque déjà, toute la partie extraction du minerai n'existe plus quand tu produis du titane. En gros, enfin, pareil, je suis pas expert du procédé, mais tu prends du titane déjà produit et on va essayer de reséparer les matériaux enfin, l'alliage de titane, puisque il n'y a pas que du titane dans le titane. On dit titane pour aller plus vite, mais voilà. On va essayer de reséparer s'il y a besoin, de repurifier pour enlever l'oxygène qui est pas notre ami, enfin, des choses comme ça. Euh, mais du coup, toute l'étape de transformer TiO2 en TI, bah, ça, il n'y a plus. Et ça, c'est vraiment dans le titane, la, comment dire, la partie qui est néfaste pour l'environnement et qui prend du temps. Après, il va y avoir toute la partie refaçonner le matériau, le remettre en forme, le métal, qui, elle, va pas changer. Et il va y avoir des adaptations à faire parce que c'est un matériau recyclé. Mais je pense qu'en comparaison, j'ai pas les chiffres, hein, et c'est vraiment mon interprétation. Mais je pense que par rapport à un matériau produit de zéro, ouais, c'est plus rentable et moins énergivore. Et est-ce qu'on est capable, d'ailleurs, je te pose la question, hein, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais est-ce que tu penses qu'on est capable à l'heure actuelle, que ce soit pour l'aluminium ou pour le titane, à fonctionner en boucle fermée? Ça veut dire qu'on a déjà mis assez de titane et d'aluminium en circulation pour travailler que avec du recyclé et arrêter d'extraire. Honnêtement, j'ai pas, comment dire, j'ai pas les chiffres en tête. Je dirais que non, parce que le titane recyclé, enfin, moi j'étais à Clermont dans les années 2019, j'y suis restée jusqu'en 2021, et qu'au titanium, ça venait d'ouvrir. Donc après, je ne connais pas toutes les avancées dans le recyclage du titane,
Ouais, je dirais que c'est quand même relativement nouveau. Sur l'aluminium, il y a peut-être un peu plus d'avancées, mais je pense qu'il y a encore plein de problématiques sur le fait que, ben, comme tu as façonné ton matériau non recyclé, tu l'as façonné d'une certaine manière, il y a eu une utilisation qui l'a pollué dans le sens, il y a de l'oxygène, il y a, bah, si ton matériau il a été soumis à de la corrosion, il y a d'autres métaux qui vont s'y mettre dessus aussi. Il y a tout ça à enlever pour retrouver un matériau propre, on va dire. Et il y a toutes ces problématiques-là à régler avant de pouvoir fonctionner en boucle fermée. Et du coup, en attendant de régler ces problématiques, il faut quand même extraire. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ouais, non, mais Et c'est super après, je pense intéressant. qu'il y a aussi comment dire, le truc de certains pays, notamment, par exemple, la Chine et le Kazakhstan, c'est des gros producteurs de titane et donc avec des coûts de main-d'œuvre moins chers que des usines en France comme Eco-Titanium qui vont faire du recyclage. Donc, enfin, est-ce qu'on arrive à rester encore une fois rentable avec ça, quoi? Même si on a ce qu'il faut pour fonctionner en boucle fermée, est-ce que des producteurs comme ça qui fournissent à moindre coût, j'ai absolument pas de chiffre en tête, mais je pense que c'est quand même moins cher et tout. Est-ce que ils nous permettent de rester viables avec du matériau recyclé alors qu'ils proposent du matériau neuf à moindre coût? Il y a plusieurs problématiques. Ouais, je comprends. Non, non, mais c'est une vraie question. C'est pour ça que je te la pose, parce que moi, vraiment, honnêtement, je n'en sais rien. Je Ben, n'en moi sais non rien plus, du tout. factuellement, je peux pas te dire oui, on a les chiffres, Voilà. c'est ça, machin, Ouais, ouais, mais avec ce que je peux connaître, c'est mon avis sur la question. ouais. Parce que effectivement, ce que tu dis sur la Chine, moi j'avais vu passer des chiffres. Là, je cherchais la production. En fait, je cherchais la, le tonnage de déchets métalliques qui existaient sur Terre. Chercher. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de déchets plastiques. On en reviendra juste on fera une petite parenthèse, même si on parle du monde du métal dans ce podcast. Bon, on fera une petite On peut parenthèse sur le parler de plastique. tout. Mais, Je mais travaille dans les composites maintenant, donc à matrice organique ou à matrice métallique? organique. Parce qu'il y a des composites à matrice métallique. Euh, mais, euh, mais blague à part, effectivement, je cherchais ces chiffres-là et j'ai vu que le plus gros, après du coup, le chiffre qui sortait le plus, c'était l'acier. Il parlait d'acier à chaque fois, acier, acier, acier. Et c'est vrai que j'ai vu que la Chine, c'est un gros producteur d'acier. Ouais. En fait, il y avait un chiffre pour te dire le chiffre avec la Chine et sans la Chine, pour te dire à quel point le truc, il avait un impact, quoi. Et en pondération, il était, Ouais, mais incroyable. ouais, non, 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 c'est des gros producteurs. c'est incroyable, ouais, ouais, c'est incroyable. Est-ce que, donc là aussi, c'est pour ma culture personnelle, j'ai deux petites questions. Est-ce que, par exemple, donc l'acier, on sait que c'est du fer carbone, Mhm. quand ce qui caractérise l'air fer carbone. Est-ce qu'il y a des abus de langage du mot acier pour caractériser, par exemple, du titane carbone ou de l'aluminium carbone? Je sais pas, hein, je te pose vraiment la question, j'en sais rien, je te pose la question. Non, non, enfin, il y a pas ça, mais par exemple, enfin, il va y avoir, au contraire, il y a des, enfin, non, je réfléchis à ce que je suis en train de dire. Non, il y a pas plus d'abus de langage, si ce n'est que de dire, justement, moi j'essaye de focaliser sur ça, c'est genre, on dit de l'aluminium, du titane, et je pense que nous, on sait qu'il n'y a pas que ça, mais en fait, c'est un alliage de titane, un alliage d'aluminium, et il y a d'autres trucs dedans parce que tout seul, il ne tiendrait pas, ou alors que pour certaines applications. Et par exemple, un acier, je pense que dans la tête des gens, c'est pas évident qu'un acier et une fonte, les deux ont du fer et du carbone, mais une fonte, c'est pas un acier. Enfin, voilà, c'est Tout à plus fait, il y a des 2% choses. de carbone. Entre zéro, on va dire zéro, un peu plus que zéro, hein. Plus que zéro et 2%, c'est les aciers. Au-delà de Mhm. 2% de carbone dans le fer, on appelle ça les fontes. C'est Ouais, tout à ça, et fait. après, tu as tout plein d'aciers. Alors, même moi, tu vois, il y en a tellement que je ne sais plus les différencier, mais il y a les aciers, là, on commence à rentrer dans des termes techniques, mais acier austénitique, ferritique. Les plus connus, c'est les aciers inoxydables, donc ceux qu'on retrouve dans les couverts, notamment. Et voilà, acier maragime, etc.
ça commence à faire plein, plein, plein de dénominations. Et donc, c'est pour ça que quand on dit l'acier, c'est plus de dire l'acier qui a un abus de langage, parce que en fait, tu peux parler, comme ce que tu me disais, des plastiques. Euh, Voilà. Et tu viens de soulever un truc. En fait, vous, c'est des aciers. Nous, on parle de Bah, plastique, on fout tout dedans. Vous parlez d'acier, vous foutez tout bah, en fait, dedans. c'est les alliages en général, parce que quand tu dis l'aluminium, le Ouais, titane, ouais, le ouais, cuivre, ouais, nous, c'est les alliages, en fait. ouais, ouais. Et du coup, mais pour considérer comme aluminium ou titane, c'est quoi le niveau de pureté? En 99? 99,9. D'accord, ok. Ouais, Ok, le niveau de pureté. D'accord, ok. 99,9 et tu considères que c'est un... Ok. Oui, et je pour dirais. revenir à la notion quand tu dis d'austénite et de ferrite, notamment les aciers, bah en fait, ça correspond, pour un peu donner plus d'éléments. Alors, arrête-moi si je dis des bêtises, mais ça correspond finalement au pourcentage de carbone dans le fer. Il y a certains niveaux de pourcentage de carbone dans le fer, il y a certains niveaux de température que vous appliquez à votre matériau. Vous avez des formes et des structures cristallines différentes. Et c'est pour ça que quand vous êtes forgeron, vous arrivez bam, bam, et vous dites, ouais, ça y est, je vais tremper, là, je vais tremper. Et du coup, ben, en fait, vous figez une phase cristalline la plus intéressante pour vous, pour pouvoir finalement avoir une lame résistante et avoir un tranchant qui est du tonnerre de Zeus. C'est Mais ça. et effectivement, dans l'abus de langage des forgerons, si je dis pas de bêtises, des fois vous dites oui, c'est un acier qui est pas durcissable. Ouais, c'est du fer. Tu vois, tu vois, ça me fait rire, tu vois, tu te dis habits. Ouais, Ouais. bref. Je regarde trop les Bah, en forgerons sur fait, la télévision, tu vois. les aciers austéniciques, ferritiques, etc., ça vient aussi des types d'éléments que tu vas retrouver dans l'alliage qui vont effectivement, en fait, on va tout reprendre. Donc, dans chaque matériau, tu as une phase à température ambiante, l'autre qui va être au-dessus d'une certaine température. Si on peut faire le parallèle avec les polymères, c'est la température de transition vitreuse, ben nous, on a la température de changement de phase. Et donc, il y a une phase stable à température ambiante, l'autre qui va être stable à haute température, haute étant variable suivant le métal considéré. Et effectivement, en fait, des fois, on se rend compte que dans le titane, c'est pareil, dans l'aluminium, c'est pareil, il y a plusieurs phases dans beaucoup de métaux. Enfin, peut-être qu'il y a des métaux qui n'ont qu'une phase, mais là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Et en fait, des fois, pour certaines applications, il va y avoir la phase haute température qui va être extrêmement intéressante à avoir. Ma thèse, c'est ça, c'est du titane bêta, donc qui est le nom de la phase haute température. Et donc, ce que tu dis par une trempe, c'est comment on fiche cette phase à température ambiante. Et ben, c'est avec ce refroidissement très rapide, entre autres, parce qu'il y a tout plein d'autres paramètres mécaniques sur lesquels on peut, thermomécaniques sur lesquels on peut jouer. Mais avant tout ça, avant d'agir sur le matériau, tu as quand même la composition intrinsèque du matériau et du métal qui est importante, puisque je ne sais pas comment imaginer ça, mais en gros, par exemple, dans le titane, si tu mets un peu d'aluminium dans le titane ou un peu de vanadium, si je ne dis pas de bêtises, tu vas favoriser la phase qui est déjà stable à température ambiante. Donc là, au contraire, c'est pour permettre d'augmenter la température avant que ça change, justement de la pousser vers les limites supérieures. Alors que si tu mets, comme mon alliage, du chrome, de l'étain, là, oui, c'est pour favoriser cette phase haute température, pardon. Et là, tu encourages à ce qu'elle elle arrive à être facilement stabilisée. Et donc déjà, tu peux jouer sur ces paramètres-là. Et c'est là où on travaille avec la chimie, du coup. Parce que du coup, ma thèse, c'était sur un matériau élaboré par Chimie Paris et eux, ils ont travaillé sur ça, de voir, OK, si on met tant de pourcents de chrome, là, on est bien, là là, c'est trop, ça facilite trop facilement. Enfin, ouais. Et donc, il y a toute une cuisine aussi comme ça. Non, mais c'est super intéressant, tu vois, j'avais aucune idée de ça. Donc en fait, tu joues sur la chimie, donc les éléments que tu ajoutes à ton alliage, Mm, pour pouvoir finalement obtenir une phase qui était censée être obtenue à haute température, une phase cristalline, je parle, hein, mm, mm, mm. à basse température. Donc finalement, ça te fait Pour économiser de l'énergie pour... faciliter Ouais,
son obtention et sa stabilisation, en fait, ta trempe, par exemple, va être d'autant plus facile Oui, plus ta oui, phase se oui, stabilise et oui, ça limite la oui, oui, retransformation. oui, oui. Voilà. Ouais, j'allais faire un parallèle en polymère. Après, c'est vrai que bon, c'est pas tout à fait un parallèle. J'allais parler un peu de la notion de plastifiant. Parce qu'un plastifiant, quand tu plastifies un polymère, c'est que tu abaisses sa TG. Mm. Alors en fait, c'est-à-dire que tu obtiens sa phase caoutchoutique. Tu peux obtenir une phase caoutchoutique qui est censée être à une température plus élevée. Tu vas peut-être l'obtenir à température ambiante parce que tu as Ouais, c'est voulu ça. plastifier un matériau. Enfin, peut-être pas à température Euh, ambiante, mais plus basse, quoi. voilà. Ok. Mm. Ouais, bah, c'est trop cool. C'est trop cool. Et quels sont quelles sont les applications les plus insolites où on pense qu'il n'y a pas de titane, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de métaux en général? Quelles sont les applications les plus insolites où on trouve les métaux pour toi? Euh, ben, si, c'est un petit peu connu, mais c'est là où je trouve que c'est ouf parce que, en fait, moi, je trouve que ouf, c'est quand on produit un lingot d'acier, de titane, de ce que tu veux, on parle d'un truc qui va faire 15, 20, 30 tonnes. La coulée de métal, elle fait 48 tonnes. Et une fois que tu déroules toute la chaîne d'élaboration, tu arrives à faire un stent cardiaque qui est une sorte de ressort pour élargir les artères, du coup, en titane, ça c'est fait notamment. Mais le truc, c'est ça fait l'épaisseur, je sais pas quelle épaisseur ça fait, mais c'est hyper fin parce qu'il faut que ça bouge en même temps que les artères et tout. Et juste, voilà, de voir qu'on arrive à faire en termes de précision, alors que pour moi, l'industrie métallique, c'est, comme tu dis, forgeron, c'est gros machin, tout ça, quoi. Donc, voilà, des fois, il y a des trucs un peu techniques. Pour moi, les plus, comment dire, les plus folles sont genre, tout ce qui est lié à la santé. Donc, le titane est extrêmement biocompatible, les alliages de titane. Et donc, du coup, il y a tout ce qui est stent, prothèse de hanche qui était avant en acier et qui maintenant sont en titane et polymère et céramique. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, plus ouais, l'intégration dans le corps et la différence de propriété qu'on peut avoir suivant justement, comme on a vu juste tous ces petits éléments, puisque un stent, ben, au contraire, enfin, du coup, tu vas vouloir qu'il travaille dans la répétition du battement de l'artère. Un implant dentaire qui sont aussi en titane, tu vas vouloir que ça résiste à une énorme force qu'est la force de la mâchoire et en même temps beaucoup de cycles masticatoires. La prothèse de hanche, ben, c'est plus de la rotation, de la friction et supporter le poids de la personne. De l'autre côté, dans des applications santé, mais aéro, du coup, pour moi, c'était mon alliage. Le but, c'était de savoir si c'était possible de le mettre autour d'un carter de rétention. Donc, pour ceux qui n'auraient pas le vocabulaire technique, c'est ce qui est autour des pales quand on regarde un moteur d'avion. Et voilà, donc tu passes d'un truc minuscule qui est dans ton cœur ou dans ta bouche à un truc sur une structure d'avion. Et c'est le même atome métallique de base. Juste suivant ce qu'on rajoute dedans, suivant comment on le façonne, parce que le titane, c'est extrêmement sensible à ça. C'est suivant où tu tapes, comment tu le tapes, etc. Il n'a pas les mêmes propriétés. Je trouve ça fou. C'est plus la diversité que des applications où on ne suppose pas qu'il y a Hmm. des métaux. D'accord, ok, ok. Bon, bah, ça reste quand même insolite, ouais, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai peut-être qu'il est en concurrence. Je pense qu'il y a une concurrence qui commence à s'installer, non? Notamment entre les métaux biocompatibles, Mhm. type titane, et les polymères haute performance type PEEK, PEC, qui sont Ouais. des polymères qui peuvent être à application médicale, notamment le Ouais. PEC, je l'ai vu passer pas mal de fois en application médicale. Par contre, ça demande quand même un travail, hein. C'est pas le même niveau de pureté vraiment que si tu veux faire du PEC dans l'aviation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même niveau parce que quand même c'est entré dans le corps. Donc il y a Ben, hmm, moi, la grosse concurrence que je vois plus, c'est aussi avec les composites. Alors, même si dans les composites, il peut y avoir du métal ou des polymères, etc. hmm, Mais enfin,
Ouais, justement, la combinaison de performance des composites commence à devenir hyper intéressante et difficilement concurrençable par les métaux. Après, par exemple, je parle surtout de l'aéronautique puisque j'ai un peu plus de connaissances là-dedans. Ça reste sur des pièges de structure dans le sens, enfin, ouais, carlingue de l'avion, aile, carter, pale d'entrée de moteur. Dès qu'on passe sur de la sortie de moteur où c'est extrêmement chaud, là, le métaux, il reste, il reste toujours là pour Oui, tout l'instant. à fait, tout à fait. Mais pour bien comprendre quand tu parles de composite, parce que je sais qu'il y a cette notion-là, mais quand tu parles de composite et que tu le compares au métal, finalement, je sous-entends que tu parles vraiment de ceux à matrice organique, quoi, Oui, avec oui, renfort type carbone. oui, voilà. Voilà, voilà. Ok. Que ce soit en thermodurcissable avec une matrice Mm. polyépoxy ou alors en thermoplastique, comme bah, c'était l'objet de ma thèse également, où j'ai travaillé avec le PEC, hein, le polyéther kétone-kétone, qui est une matrice polymère haute performance et qui se prête bien en fait hein, dans tout ce qui est les opérations où vous venez déposer votre PEC sur de la fibre de carbone et après vous pouvez faire finalement de plein de choses hein, avec des filières. Vous pouvez faire de l'enroulement, je vais y arriver, filamentaire, pour pouvoir créer des pièces de structure un peu complexes, des choses comme ça. Enfin bref, ou alors des pré-imprégnés, bref, ce que vous souhaitez. Mais voilà, c'est ça que tu parles Oui, quand tu fais la oui, différence. Mais c'est vrai que c'est dommage. Moi, je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser le mot composite et de le restreindre juste finalement aux matrices organiques. Parce que des oui. composites, t'en as plein, quoi. Par exemple, le composite carbone-carbone, là, tu sais que tu utilises pour les vélos, les cadres de vélo, tout ça. Enfin, un renfort carbone avec une matrice carbone pure, tu vois. Donc là, t'es dans un composite à matrice céramique, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, ça, c'est un truc incroyable. C'est, tu vas taper dessus, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Bon, je crois qu'on pourra en parler de toute façon des heures sur ça, je Oui. pense. Je pense que je pourrais te faire te retenir des heures là-dessus. Allez, je vais te poser une petite question. On va continuer et un peu pour clore un peu cette aile, euh, notamment en termes de perspective et de propositions. Hein, je vais y arriver pour faire évoluer en fait un peu le secteur des mectos. Si tu devais émettre des perspectives, voilà, que ce soit personnel ou on va dire un peu plus global, et des propositions pour faire évoluer ce secteur, le secteur de la métallurgie et également le secteur où tu es à l'heure actuelle, ben, quelles seraient-elles? Euh, Personnel, j'en ai pas là tout de suite qui me viennent. Euh, les propositions que j'avais commencé à envisager en thèse un peu et qui aujourd'hui enfin, se révèlent de plus en plus effectives, on va dire, c'est, on l'a un peu évoqué avec l'intelligence artificielle, où en fait, aujourd'hui, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, on avait, même s'il y avait possibilité de faire la simulation, de faire de travailler des modèles, etc., on avait un peu une technique, en tout cas dans la métallurgie, d'essai-erreur, où tu produis une composition, tu vois ses propriétés, et après tu ajustes. Mais du coup, s'il faut ajouter pouillème par pouillème, ça peut vite être long. Et aussi avoir on va dire enfin, une quantité de connaissances pour savoir quel élément mettre dans quel alliage pour quelle propriété. Euh, enfin, même si la connaissance humaine peut être très importante, elle reste limitée et surtout disséminée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, l'avantage aujourd'hui avec l'IA, et c'était un peu ce que l'équipe de métallurgie structurale de Chimie Paris commençait à mettre en place, c'était du design d'alliage, quoi. Safran travaille aussi dessus. Et c'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour dire, OK, il y a tel matériau qui n'existe absolument pas aujourd'hui, métallique ou pas, hein, je pense que ça peut s'élargir. Je pense que compte tenu de ça peut marcher. Alors du coup, comme toujours avec l'IA, de mon point de vue,
effectivement, il y a besoin des connaissances humaines pour se dire: «Oui, c'est faisable, effectivement, ça peut être intéressant» ou «Non, c'est irréaliste», on va dire. Mais je pense que ça peut amener à des découvertes de matériaux, auxquels on n'aurait jamais songé, parce que, il y a ce truc de s'affranchir de certaines, limites que nous on se met, quoi. Donc la grosse perspective, ce serait là-dedans pour la conception de matériaux. Et puis après toujours continuer dans tout ce qui est, recyclage, écologie, et cetera. Je pense que c'est nécessaire parce que, oui, on a besoin enfin, moi je suis du camp, on va dire, où par exemple l'énergie nucléaire, on en a besoin et cetera. Mais de ce qu'on a discuté, hein, de réussir à établir une synergie entre, des collectivités, non scientifiques qui existent et ce qui est produit par la science, ben, c'est une chose à continuer, aussi. Et après, si peut-être d'un point de vue plus, humain, on va dire, et ça, c'est mon côté femme qui va parler. Oui, continuer à même si de ce que je vois, moi personnellement, il y en a de plus en plus, mais continuer à, convaincre les filles et les femmes que la science est faite pour elles et qu'il y a pas de barrière à se mettre et ça aussi, c'est un gros truc. Oui, c'est clair. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de barrière à se mettre. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas de barrière à se mettre. Si on a une passion, il faut la vivre. Et il faut y aller de l'avant. Et effectivement, je réagis sur la notion que tu me disais là de synergie, qu'on en a discuté. C'est vraiment une notion de consommer mieux, en fait. Et plus intelligemment. Parce que Mmh, bon, on est obligé de consommer certaines choses. mmh. Enfin, obligé. Comme se chauffer, Oui, on est obligé de se chauffer. Voilà, je veux dire, oui. ça, c'est une obligation. C'est-à-dire, sinon, on meurt. Enfin, voilà, la question, elle est simple, en fait, en réalité. Elle est un peu Oui. binaire. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est en trouvant ces alternatives-là qu'on on va réussir à faire quelque chose, tu vois, qu'on va réussir à avancer, qu'on va réussir à améliorer nos technologies, qu'on va essayer de consommer mieux, qu'on va finalement consommer mieux, c'est-à-dire ça nous évite de prendre de la matière première, travailler plus en boucle fermée. Mmh. Je veux dire, ça c'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on vient de soulever dans ce podcast, dans cet épisode, c'est vraiment que on n'a pas besoin d'aller chercher toujours la matière première. Vraiment, on peut s'affranchir. Il y a des choses, on a besoin pour l'industrie. Comment on peut la revaloriser, toujours revaloriser les choses. Mmh. Alors, est-ce que c'est une notion de, bah, ça va faire effondrer des filiales de production de charbon ou des choses comme ça? Par exemple, je te dis une bêtise, hein. Alors, la réponse, moi, je te dirais oui, mais est-ce que la société, elle doit pas muter? Ah Tu oui. vois? Elle doit muter, on doit muter à un moment donné. Faut arrêter de, et je pense qu'il y a des gens qui veulent pas que ça mute. C'est vrai. Cassons cassons les barrières, hein. Il y a des gens qui veulent pas Ouais. que ça mute. Mmh mh. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là à faire et il y a donner confiance à n'importe quelle personne de faire ça, quoi, d'aller de l'avant et tout ça. Et on espère que ces podcasts, ces émissions qu'on fait, alors volontairement, je vais faire un point sur la vulgarisation. Volontairement, mes épisodes, ils sont toujours un peu plus hauts en termes de vulgarisation. J'essaie pas trop de descendre et de trop vulgariser. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de donner aussi le plus de vocabulaire possible pour essayer d'emmener les gens vers le haut. Voilà, tu Mmh. vois, vers le haut, tu vois, vraiment de dire, bah, voilà, c'est ça la vraie dénomination. Mmh. Apprenez-la, Oui. on n'est pas plus intelligent que vous, hein, on n'est pas plus Oui, intelligent. Je suis pas du ça tout c'est plus un bon intelligent que vous, je point vais vous le que dire tout de suite, mmh. pas du tout plus intelligent que vous. Mmh. Mais juste, j'ai appris le mot, apprenez-le, c'est tout. Et après, vous allez voir, vous allez le sortir normalement et voilà. Je teste Ça, beaucoup ça. c'est un Ouais, énorme point parce que bon, quand je suis amenée à dire que je suis ingénieure et encore plus, docteur, c'est vrai que les gens, pensent tout de suite que ça y est, je sais tout sur tout, mais absolument pas, ne serait-ce qu'en sciences et encore moins dans tous les autres domaines. Donc moi aussi, je comprends rien quand on me baragouine dans un jargon qui est celui de la personne, dans son métier
Et honnêtement, pour avoir le recul sur mon parcours scolaire, sans le minimiser ou quoi, mais j'ai été aussi dans les dernières de ma classe. Je veux dire, même si oui, jusqu'au lycée, j'étais une bonne élève, après, ça s'est vite, ça s'est vite terminé et il y a bien plus. Enfin, c'est pas un concours d'intelligence, mais je veux dire, il y a d'autres gens qui ont plus de connaissances sur moi sur un sujet, moi sur d'autres. Enfin, chacun a Tout ses à fait. qualités. Chacun a son niveau d'expertise, ses qualités, Ouais. ses compétences, sa créativité, sa vision de voir, sa perspective, son référentiel. Enfin, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais faire passer. Je suis très content que tu aies pu mon message. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup. J'essaye de le défendre chaque jour. Non, mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool. En tout cas, c'est trop cool. Euh, si tu, euh, J'allais dire si tu, j'allais enchaîner sur ma question et en fait c'est une mauvaise transition. Voilà, là, j'oublie tous mes fondamentaux. On fait une nouvelle transition. On fait une nouvelle transition et on va terminer on arrive vraiment sur le pan final du podcast. Et j'allais te poser déjà en première question de préambule, quelles sont tes rétrospectives et perspectives personnelles en point de vue évolution? Qu'est-ce que tu veux mener? Comment, quel est ton niveau de maturité scientifique? Alors, c'est peut-être pas bon de dire niveau maturité scientifique, parce que le niveau de maturité scientifique, c'est par rapport à toi-même, c'est-à-dire ton niveau, comment tu te sens toi, dans ton échelle, pas par rapport à quelqu'un, c'est vraiment ton échelle à toi, comment tu... Voilà. Bah, les rétrospectives, c'est que finalement, le parcours tel que je l'ai construit, même si en début d'épisode, je disais, je ne sais pas si j'aurais refait la même chose, c'est étant donné toutes les passions et les compétences que j'ai envie de mettre en place, euh, ce que je disais, c'est, enfin, ce qu'on discutait ensemble hors épisode, on va dire, c'est que, par exemple, le marketing et la finance sont tellement représentés aujourd'hui que je me dis, ah, peut-être qu'il aurait fallu faire ça parce que ça me plaît bien aussi quand même. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Après, c'est par contre la chance qu'on a, je pense, en tant que scientifique, c'est qu'on développe quand même pas aussi bien et aussi précisément que quelqu'un dont c'est le métier, mais nos métiers nous permettent aussi de développer des aspects commerciaux, des aspects marketing. Et du coup, moi, ce que mon parcours m'a appris, c'est que je suis pas faite pour aller au fond des choses dans le sens que je disais en présentation. Comme je suis un profil plutôt généraliste, je laisse les questions scientifiques et le creuset scientifique à des gens comme mon mari qui adore ça et qui pourrait passer des heures, qui pourrait passer des heures à creuser une question scientifique, essayer de comprendre le pourquoi du comment, du où. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Et pendant longtemps, je me suis dit, oh, c'est un problème, je vais pas juste assez au fond des choses, etc. Aujourd'hui, je ne considère plus que c'est un problème. C'est ma façon d'être et moi, je vis avec et je l'ai accepté aujourd'hui. Et ce que je pense, que je vois comme perspective pour moi, c'est plus de repartir sur du management des personnes avec le côté où j'ai justement cette base scientifique solide quand même. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire, désolé si vous êtes un manager comme ça, mais il n'y a rien de pire qu'un manager qui ne comprend pas ce qu'on raconte sans avoir toute l'expertise technique, puisque ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais d'avoir un manager qui comprend ce qu'on raconte, qui comprend euh, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, le gros problème, c'est que la R&D, c'est anthropique, donc ça va générer du désordre avant de générer du cash. Et la plupart des entreprises sont gérées par des financiers qui, le plus souvent, je ne mets pas toutes les entreprises dans le même panier, n'ont pas de background scientifique et ne comprennent pas ce que ça implique. Enfin, moi, je suis toujours un peu hallucinée quand je vois des objectifs enfin, des gens qui ont des objectifs en R&D. Mais pour moi, réaliser 3 ventes, c'est un objectif. Tu te dis, OK, c'est moi qui vais mettre des choses en place pour les réaliser. Euh,
réussir à élaborer un acier avec telle propriété, ça dépend pas que de moi. Enfin, j'aurais beau faire du 8h, 23h, c'est pas moi qui vais décider si ça Mm. marche pas. Je suis d'accord Donc, avec toi. voilà. Et en fait, ce que je voudrais appuyer sur ce que tu dis, c'est que les gens ont du mal, les entreprises ont du mal à voir la R&D comme un investissement. Mm, C'est-à-dire, dans un investissement, revenons à la finance. Tu fais un investissement. Tu investis dans une entreprise, côté en bourse. Tu vas investir en bourse, tu achètes des actions. Tu as une stratégie d'achat, une stratégie de vente. Tu sais ton plan, tu connais ton plan. Mais comme on dit, quand tu investis ce que tu es capable de perdre. C'est le but de l'investissement, pour pouvoir bien dormir la nuit. Parce que si tu investis et que tu n'es pas capable de perdre ce que tu as investi, n'investisse pas. mm, Simple. ouais, Pourquoi on ne voit pas la R&D comme ça? Parce que c'est ça, un investissement. mm, ouais, C'est un investissement. Et mm, donc, à un moment donné, peut-être que tu vas le perdre, cet argent. Et même, je dirais que tu... Et encore, je te dirais que tu ne le perds pas. Parce qu'en science, pas de résultat, c'est un résultat. ouais, c'est vrai. Donc, tu ne le perds pas. Tu es en train de juste te dire, on a investigué un pan qui a mené à un cul-de-sac, mais c'est mon résultat. Donc, je Et l'ai ça investigué t'évite depuis. d'en perdre plus tard aussi. Parce Tout à que... fait. Tout à fait. C'est un peu comme, pour revenir à la finance, c'est comme tu as mis ton stop loss, quoi. T'es arrivé, hop, voilà, ton action, elle a perdu tant de mon prix, t'as vendu. T'as protégé ton capital. Mm, Voilà. C'est, je pense que tant qu'on n'est pas arrivé à cette vision-là, on mm, n'arrivera pas à faire de la recherche-développement saine. mm. Voilà. Et je crois que c'est les entreprises qui vont le mieux s'en sortir dans l'avenir, c'est celles qui ont compris ça. Exactement. Exactement. Donc voilà, et donc pour Ouais, ouais, terminer la ouais. Je t'en question, prie, vas-y, je t'en prie. c'est justement pour aller dans cet élan-là que j'ai aujourd'hui envie d'accompagner les personnes dans un monde scientifique, certes, mais voilà, aussi avec un côté financier un peu, mais faire comprendre ce que ça implique la recherche. Voilà, je Ouais. fais court. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je te repose une autre question et tu peux enchaîner sur ce que tu viens de me dire. L'autre question que j'allais te poser, c'est si tu as des conseils pour la génération suivante, ben, quels seraient ces conseils? Et je te laisse même enchaîner sur la notion de vulgarisation, je t'en prie. Avec plaisir. Euh, je dirais les conseils déjà, c'est pas grave au tout début, c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire exactement, puisque moi, si on m'avait décrit mon parcours tel qu'il est aujourd'hui, j'aurais pas pensé faire une thèse, j'aurais pas pensé vouloir être manager, etc. Donc, d'explorer un maximum de choses permet ensuite, même, enfin, si on a envie de continuer à tout explorer, il faut continuer et en être fier, et c'est pas une tare de vouloir tout explorer. Et en même temps, d'avoir exploré plein de choses permet après aussi de se spécifier et d'être sûr, entre guillemets, parce qu'on a le droit de changer d'avis, mais voilà, de trouver sa voie. Enfin, si on, voilà, de pas forcément faire les études qu'on voit pour nous, comme je disais, on m'a poussé dans un bac S, une prépa, là. Il y a tout plein d'autres manières d'y arriver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, étant donné que je suis quelqu'un qui est assez manuel, je pense que enfin, manuel et dans l'action, on va dire, je pense que l'apprentissage, ça aurait été une bonne chose pour moi. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave, mais je veux dire, euh, aujourd'hui, l'apprentissage améliore presque que ce qu'il pouvait avoir avant. Donc, je pense que voilà, d'autres filières moins royales, et j'aime pas du tout ce mot, et ça n'a pas vocation à hiérarchiser les formations, mais d'autres filières moins prônées que d'autres ne sont pas forcément moins bien et elles peuvent correspondre à différents profils. Et après, euh, je dirais de trouver un ou des mentors. C'est extrêmement bénéfique pour avancer et pour progresser, avancer dans la direction qu'on veut. Enfin, voilà, moi j'ai été inspirée pour ma thèse. Enfin, quand j'étais en thèse, la personne qui gérait le Titane, du coup, tout le partenariat avec Timet,
c'est Yvon et je lui fais un petit coucou, ça faisait longtemps que j'avais pas était extrêmement accessible alors qu'il était, enfin son titre est directeur R&D Europe. Donc, tu vois un mec comme ça, enfin, tu 20 ans, tu dis: «Waouh» et en fait non, c'était un gars, enfin c'est une personne, très, accessible et ça m'a forgé un modèle qu'aujourd'hui moi j'ai envie de reproduire comme, manager. Donc voilà. Et après, pour des scientifiques, les conseils, c'est rester raccroché à la réalité et c'est pour ça que moi, je fais de la vulgarisation et parce que je ne suis pas entourée que de scientifiques et j'ai envie de me dire: «OK, je ne veux pas rester dans ma petite bulle à croire que, un module d'élasticité, ça parle à tout le monde, à croire que qu'un pré-preg, ça parle à tout le monde». Enfin, tu vois, si tu sors des vocabulaires comme ça et voilà et j'ai envie de me dire, de me montrer, ça rejoint aussi ce truc de on n'est pas plus intelligent que quelqu'un, que ce que moi je connais, c'est compréhensible par tout le monde, aussi. Ben, je comprends tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, c'est la genèse de ce podcast, hein, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il existe ce podcast matériaux, enfin, pour qu'on puisse en discuter, parler, montrer que les matériaux, c'est intéressant, accessible. Volontairement, comme je disais, il y a un niveau que j'essaie de maintenir quand même pour Et c'est accompagner les gens vers nous, tout simplement, vers nous aussi. Voilà. Et j'espère que eux également sont capables de nous donner aussi leurs connaissances pour qu'on va vers eux également. Parce que, comme tu dis, il y a des trucs techniques. Moi, j'en sais strictement rien, quoi. Rien, 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 quoi. Et, euh, et voilà. Bon, bah, bon, et puis en tout même, je cas, trouve que, c'est, ouais, d'avoir l'input de quelqu'un qui des gens qui sont pas scientifiques, ouais. enfin, je sais pas, je discutais de niveau de vide, avec ma maman, par exemple et en fait, je me suis rendu compte que déjà le vide, c'était un concept qui était pas forcément évident. Enfin, tu vois, juste Mhm. de te remettre dans une réalité où qu'est-ce qui est évident pour toi ne l'est pas enfin, pour toi qui baigne dans ce milieu-là et dans ces concepts-là, ne l'est pas forcément pour d'autres, Mhm. gens. Et Mhm. en même temps, dans l'autre sens, comme tu dis, ne pas, toujours niveler vers le bas, mais au contraire, Ben, c'est l'objectif. Moi, je trouve que c'est bien de niveler vers le haut, quoi. Tu vois, c'est bien de niveler vers le haut, mais tout le monde, hein. Même, mmh, je veux dire. Bon, bref, bon, voilà. C'est voilà. un peu la logique totale. Bon, bah, c'est top. En tout cas, là, on va arriver à une question, une tradition dans ce podcast. C'est une question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Alors, je vais te la poser, Chloé. Chloé, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Comment tu te dessinerais? Voilà, c'est question, existentielle. Je réfléchis un peu. Mmh. Après, moi, je m'identifie alors c'est parce que j'ai travaillé 3 ans avec, c'est pour ça, mais je m'identifie énormément, à mon matériau de thé, donc qui était un alliage, titane, chrome, étain. Alors les éléments en soi, je pourrais pas te dire si ça me correspond, à quel trait de ma personnalité ça se relie. Pourquoi ce matériau? Parce qu'en fait, donc pour parler juste un peu de chance, c'était un alliage de titane où en fait, quand tu le déformais, donc en tirant dessus ou en tapant dessus, il avait la particularité d'accommoder, la contrainte qui lui était appliquée en en fabriquant une autre phase, on va dire ça comme ça et c'est ça qui lui permettait d'atteindre des niveaux de résistance presque comparables à l'acier. Et en fait, je pense que ça me représente bien, dans le sens où déjà, ben, c'est pas un titane comme les autres, donc le côté atypique, que je disais, qui est un peu le fil rouge de mon parcours, de mes activités et cetera, on le retrouve. Le côté, s'adapter à la contrainte, je pense que ça me représente dans le sens où je suis quelqu'un d'assez flexible, adaptable et cetera et que enfin, même si, j'ai des coups de stress, comme tout le monde et cetera, mais voilà, de se dire, «Ah bah, il y a ça qui était pas prévu qui arrive, pouf, on s'adapte» et cetera et puis oui, après voilà que voilà, c'est sur ces pans-là et puis voilà, c'est un matériau en constante, transformation et c'est vrai que, bah, comme tout le monde, hein, on n'est jamais figé, notre personnalité ou quoi,
C'est pour ça aussi, c'est une bonne chose. D'accord. Bon, bah, tu vois, c'est génial. J'adore cette question. En fait, j'adore cette question parce que comment on est capable de se caractériser avec la matière. Et c'est, en fait, cette question, elle a un intérêt pour dire, regarde comment la matière et nous, finalement, qu'on est aussi de la matière, on est capable de se définir, tu vois. Et on arrive à se définir toujours par rapport à ce on a étudié, tu vois. C'est Ah, vrai. c'est super intéressant. Je t'invite à regarder les autres podcasts, tu verras comment les gens se définissent. Et tu verras que c'est jamais loin de ce qu'ils ont fait. Et aussi le titane, pour juste le titane, comme c'est extrêmement compatible avec l'humain, du coup, et c'est aussi un pan de ma personnalité où j'adore les gens en général. C'est très vague comme phrase, mais je veux dire, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, etc. Donc voilà, le côté contact avec l'humain. Ouais, c'est génial, c'est génial. Allez, on arrive à la fin du podcast. J'allais te poser la Super. question. Euh, Chloé, si on doit te chercher, on a envie de te contacter, de travailler avec toi, de créer du contenu avec toi, quels sont les réseaux sociaux où tu es plus, le plus disponible, la plus active? Euh, Dis-nous tout. Bah, du coup, je suis le plus active, c'est sur LinkedIn, où vous pouvez retrouver mes posts 3 fois par semaine. Donc, il y a un peu de développement personnel et après 1 fois par semaine et 2 fois par semaine. Après, il va y avoir tout ce qui est bah, matériaux et aussi, là, je suis en train un peu de changer sur tout ce qui est monde scientifique en général. Donc, évidemment, oui, pour faire appel à des prestations ou même des interventions comme celle-ci, hein. Moi, tu as réalisé mon rêve de Je parler dans t'en un prie, podcast je t'en et je prie. t'en remercie. Mais du coup, voilà, avec grand, grand plaisir, et puis évidemment en fonction de mes disponibilités, mais sur un grand nombre de thématiques, même plus large que la métallurgie, donc LinkedIn. Et après, sur mon LinkedIn, vous retrouverez mon mail. Donc, si vous avez besoin d'une communication plus formelle, sur mon mail également. D'accord, très bien. Mais je t'en prie. De toute façon, c'était vraiment l'essence de ce podcast, c'était de rendre la science cool, accessible, où on n'est pas en prise de tête, où on sait qu'on ne sait pas tout, où on sait que le but, c'est d'émettre des hypothèses et de voir si on va les vérifier un jour et tout ça. C'est vraiment l'objectif de cette émission. Et en tout cas, devient encore plus enrichissante quand il y a des personnes comme toi qui passent dans cette émission. Voilà. En Et tout ben, cas, je tant t'en remercie, je t'en remercie. également. Ouais, merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin. Allez, petit speech de fin. Je devrais enregistrer tout ça, mais bon, j'ai le plaisir peut-être de le dire alors. N'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Notamment, on est présent sur YouTube et Spotify. N'oubliez pas donc de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous resterez toujours d'actualité à tout. Nous noter, un petit j'aime sur YouTube, un petit 5 étoiles sur Spotify, vraiment, ça nous aide. Aidez-nous, quoi. Aidez-nous. Si vous êtes pas réseaux sociaux, mais que vous regardez beaucoup plus votre boîte mail, pas de panique, on a une newsletter, vous pouvez vous abonner, vous laissez votre petit mail, on vous envoie également la newsletter avec l'épisode du jour et vous avez tous les liens pour le contacter. On a à disposition également un Discord qui est un groupe, hein, euh, pour que vous puissiez finalement venir dans ce groupe. Je t'attends. Je t'attends, Chloé, dans ce groupe. Normalement, le but, c'est de quoi? C'est de pouvoir en fait discuter avec nos invités. Voilà, si vous avez des questions à nous poser, que ce soit à Chloé ou à moi, ou également en commentaire, n'hésitez pas à nous les poser. On a également un canal de soutien qui est présent sur le site dromiamateur.com. Si vous souhaitez faire le petit plus supplémentaire, ça nous aide et ça aide à grandir et à faire grandir ce podcast. Et je crois qu'on arrive à la fin de tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci beaucoup Chloé d'avoir Merci à passé toi, Mike. cet instant, cette heure avec nous. On a presque 1h30, presque 1h30. C'est bien, comme quoi tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a toujours. Et je te laisse le mot de la fin. Voilà, dis-nous le mot de la fin, je t'en prie. Eh ben, merci à toi, Mike, du coup, pour cette invitation. C'était très riche en échanges. Et puis, effectivement, n'hésitez pas à soutenir
que ce soit le podcast ou d'autres interventions comme celles que de mon côté je peux faire, parce que c'est ce qu'on disait avec Mike, il y a d'autres secteurs beaucoup plus représentés sur les réseaux et nous, on essaye que la science le soit un peu plus. Donc tous les encouragements sont les bienvenus. Et merci à tous. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, on se revoit bientôt, les amis, pour un nouvel épisode de Dromien Matériaux, votre podcast science, matériaux, développement personnel. Allez, à très vite. Bye bye. Salut.